Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir chers auditeurs, c'est parti pour 1 heure de C'est excellent, votre émission, celle qui crée le lien tous les dimanches en direct à 19h sur Sud Radio. J'aime à donner ici la parole à nos créateurs français, ceux qui portent haut la voix de l'excellence française, de cet esprit français si unique. Et car cette excellence ne connaît pas de barrières, le mélange des genres n'en est pas souvent un finalement. Ce soir avec nous en studio, un musicien qui ne connaît pas non plus, lui, les barrières de style, de FFF à Johnny Hallyday en passant par la nouvelle star, l'excellent compositeur, chanteur, guitariste, producteur et écrivain depuis peu, Jarol Poupeau, qui nous fait le plaisir de sa présence. Faut ouvrir le micro. Et on parlera bonne chère tout à l'heure, et plus précisément charcuterie, avec Joël Mauvigné, le président de la Confédération nationale des charcutiers, que nous connaissons bien dans cet excellent, et avec qui on fera un focus sur le Grand Prix de France 2020 de la charcuterie artisanale. En seconde partie de votre émission qui crée le lien, ce n'est plus à prouver, bien sûr, l'excellent Thierry Bonin, vice-président du corporate et des affaires publiques et des partenariats stratégiques de Alcatel-Lucent, mais pas que, il est aussi à la tête de Rainbow, le logiciel ultra sécuritaire 100% français qui concurrence très directement le Zoom que nous connaissons tous. C'est excellent et c'est votre émission, celle qui crée le lien. C'est parti. Bonjour Jarol Poupeau et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Alors Jarol Poupeau, je vais vous faire parler dans un instant, mais tout de suite on va commencer par vous écouter un peu jouer. Alors. Quand tu danses sur la piste vide, j'ai les yeux qui fument, la tête qui vacille. Quel son, Jarol Poupeau, avec vous, ça déménage, hein? Eh ben merci. Et avec vous, justement, on ne sait plus trop si c'est le rock'n'roll qui est roi ou vous qui êtes une sorte de roi du rock'n'roll. En tout cas, vous incarnez clairement son esprit. Alors j'ai envie de citer Chuck Berry, que vous avez rencontré, je crois, et qui disait « Je ne suis pas le roi du rock'n'roll, mais son premier ministre ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Jarol Poupeau ? Ah, Chuck Berry, le roi du rock'n'roll, écoutez, je sais pas. Bon, déjà, on va être clair, hein, du roi du rock, il n'y en a qu'un, c'est Elvis, ok? D'accord. C'est lui le king, voilà, le seul, l'unique. Alors voilà, hein, donc les autres, attention les gars, Premier ministre, si vous voulez, l'empereur, le prince, ce que vous voulez. D'accord. Non, c'est des blagues. Oui, c'est-à-dire que moi, effectivement, c'est Elvis qui m'a donné envie de faire ce métier. D'accord. Je l'ai vu à la télé quand j'étais môme, j'ai eu un flash absolu, et je me suis dit, waouh, c'est tellement. Enfin, je sais pas, il s'est passé un truc où j'ai tilté sur ce que ça générait comme énergie, comme intensité. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bah, ça doit être trop génial de faire ça, je veux faire pareil. Et c'est lui qui vous a donné envie, vraiment, ouais, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Et ensuite, évidemment, donc, j'ai écouté le Premier ministre, tu vois. Ouais. J'ai découvert Chuck Berry, j'ai découvert Eddie Cochran, j'ai découvert un peu tous les. J'ai commencé par écouter les pionniers, moi, du rock'n'roll. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, ça va vite. Hein. On découvre les Stones, on découvre les Beatles, on découvre Hendrix, on découvre les Zeppelin, on découvre. Parce que finalement, le rock, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut une formation classique au départ pour mieux le comprendre, en fait. Hein. Donc on parle. Elvis, c'est comme un grand classique. Alors je suis pas forcément d'accord sur le fait, en termes généraux, qu'il faille une formation classique pour apprendre quoi que ce soit. Ouais. Mais non, parce que moi j'ai par exemple plein d'amis musiciens très talentueux et très très forts qui ont commencé avec le rap ou avec. Donc, enfin, je veux dire, il y a pas. Je pense que ce qui est important, c'est de. Il y a pas de règle. Quoi. Non, il y a pas de règle. Ce qui est important, c'est d'être. Comment dire, vraiment conquis par une musique, que ça nous fasse quelque chose de comment dire, qu'on peut pas passer à côté, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on découvre la musique par Elvis Presley, comme ça a été le cas pour moi, par un groupe de rap, par de Tchaïkovski, Stravinsky, ou je sais pas quoi, ça peut être rock'n'roll Errol aussi. Garner. C'est ce qui est important, c'est l'énergie qu'on met dedans et les émotions que ça nous procure. Alors, pour pousser un peu plus loin votre confession, vous êtes en quelque sorte un enfant de la balle, hein, comme on dit. Votre maman, Chantal Poupeau, est productrice de cinéma. Votre petit frère, Melville Poupeau, est un comédien bien connu. Je les embrasse. En France aussi. Il vous écoute, on est ravis. Avez-vous choisi consciemment de devenir musicien, du coup, ou est-ce venu naturellement sans finalement que vous vous posiez la question, Jarol Poupeau ? Alors,
Consciemment, oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de musicien en fait dans ma famille. D'accord. Ma mère travaillait dans le cinéma. Mhm. Et mon père, alors lui pas du tout, il était plus dans des métiers entre guillemets normaux, il bossait dans les assurances ou dans les banques. D'accord. Et en fait, c'est-à-dire que effectivement, quand j'ai eu ce flash sur le rock'n'roll, j'ai eu envie de faire ce métier-là. La chance que j'avais, c'était que notre mère Chantal, travaillant en tant qu'attachée de presse pour un cinéma indépendant, d'auteurs, spécialiste un peu des premiers films, c'est un milieu dans lequel il y avait aussi beaucoup de musiciens. C'est pas très, c'est toujours le cas, hein, la musique, le cinéma, surtout. C'est pas très éloigné. Surtout le cinéma un petit peu. Comme ça, d'auteurs jeunes et tout. Donc j'ai croisé quand même, étant jeune, pas mal de musiciens qui venaient à la maison, qui venaient dîner, des amis, des copains de ma mère, des gens qui avaient travaillé sur des films ou même des mecs qui jouaient de la guitare comme ça. Donc en fait, j'ai eu assez vite j'ai été vite confronté à des gens dont c'était le métier. C'est-à-dire que c'était possible, effectivement, on pouvait être musicien. Il y avait des fantasmes. Avant de vouloir être musicien, je voulais être cow-boy. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et avant, je crois que je voulais être cosmonaute. Alors, j'avais pas rencontré de vrais cow-boys dont c'était vraiment le métier. Donc, je me disais, bon, c'est peut-être pas un vrai métier, cow-boy, c'est bizarre. Par contre, guitariste de rock, c'est un vrai métier parce que c'est son métier à lui, là. Ouais. Donc, j'ai été, effectivement, j'ai eu des exemples comme ça de gens. Donc, ça m'a vraiment motivé. Ça m'a. Ça vous a ouvert l'horizon. Exactement. Et je remercie énormément aussi notre mère Chantal qui, justement, nous a jamais mis de bâton dans les roues quand on a choisi de faire des carrières artistiques et qui, au contraire, justement, nous a encouragés. Alors, attention, il faut bosser, il faut. Voilà, et puis il fallait quand même. Il fallait quand même être bon à l'école et tout, voilà. Mais en tout cas, c'était une possibilité. Bon, tu veux être musicien, ok, tu peux être musicien. Et à quel âge vous commencez la guitare exactement alors ? Je dois avoir 12 ans. D'accord, donc quand vous rencontrez Marco Prince à 19 ans, finalement, ça fait déjà un petit bout de temps que vous jouez, quoi. Ouais. Oui. Moi, j'avais déjà commencé à jouer depuis longtemps, ouais. Et alors, donc, justement, à 19 ans, vous rencontrez le chanteur Marco Prince et le bassiste Nictus, qui forment déjà FFF pour Fédération Française de Funk. Alors, c'est un groupe qui est devenu mythique du rock français, et vous les rejoignez. Alors, première info, je savais pas que FFF existait avant vous. Voilà, donc ça c'est une info. Et votre arrivée emmène le groupe dans le concret en quelque sorte, c'est ça qui se passe ? Dans le concret, je sais pas, mais en tout cas, il y avait une première formule d'FFF qu'avait monté Marco avec des copains, lui, là où il habitait avant, c'est-à-dire à Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne, et qui était une première version qui était plus vraiment très orientée funk, voire jazz funk un peu. Et quand on s'est rencontrés avec Marco à la fin des années 80, il y avait toute une mouvance qui commençait à prendre forme autour d'une espèce de funk rock qu'on appellera un peu plus tard la fusion avec des groupes comme Urban Dance Squad, les Fishbone, les Red Hot Chili Peppers, où ils mélangeaient du funk et du rock. Et donc c'est quelque chose qui... moi j'ai commencé par le rock'n'roll, mais très jeune, j'ai été vraiment tout de suite branché par tout ce qui était soul, rhythm and blues, funk, musique black. Le rock'n'roll, il en est issu aussi. C'est carrément ça, le rock'n'roll. Voilà, c'est la base du truc. Donc voilà, donc j'ai toujours été branché par les musiques métissées, le mélange de tout, et donc moi ça a été un peu ce que j'avais envie de faire aussi comme musique, mélanger l'énergie du rock avec le groove et du funk, et donc on avait les mêmes envies quand on s'est rencontrés, on s'est dit mais ouais super, et donc du coup ça a été on a transformé le mot funk en funk. Voilà. C'est vous qui avez fait ça ? C'est à partir du moment où on s'est mis à bosser ensemble, le FFF a changé de. Alors justement, entre votre rencontre en 1987 et la sortie de votre premier album, FFF, en 1991, donc je rappelle, cet album s'appelait Blast Culture, que vous enregistrez d'ailleurs à New York, il y a 3 ans qui s'écoulent. Alors c'est 3 ans de scène et de création, c'est ça ? Complètement. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. C'est l'histoire d'un groupe normal, et ça a été même assez rapide pour nous. On a eu de la chance, c'est-à-dire que on se rencontre, on se dit ok, on va commencer à répéter, puis on n'a pas de chanson, on n'a rien, donc on va au local, on répète, on cherche des idées, on arrive, on teste des trucs, on trouve un riff, on écrit une chanson, on fait des premiers concerts, on se débrouille. Et vous testez sur le public à chaque fois, du coup ? Oui, on essaie le plus possible de faire des concerts, mais c'était pas assez. On organisait nous-mêmes des concerts. On avait organisé un concert au New Morning, par exemple, qui était super. Avec 2 autres groupes, des potes à nous, on s'était dit personne nous programme parce qu'on n'est pas connus, donc on va nous-mêmes programmer le truc. Super. Donc on a essayé de jouer un peu partout là où on voulait de nous, et petit à petit on a grandi, on a fait des progrès, on avait de plus en plus de chansons, ça s'est précisé, et puis voilà, il y a eu on a fait une première maquette qui était assez réussie, qui a commencé un petit peu à faire parler de nous, cette maquette,
Et ensuite, on a été programmé au Transmusical de Rennes. Et au Transmusical de Rennes, qui est un festival dans lequel il y a souvent pas mal de pros, comme on dit, qui vont. Et ben, il y a eu, tout de suite après, il y a eu plein de propositions de labels, d'éditeurs, de maisons de disques. Donc comme quoi, pour y arriver, il faut être persévérant, quoi. Ah ben ça, Hein, il n'y a pas de secret, en fait. Ah non, J'allais dire c'est le secret, mais c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret, ouais. Enfin, il y a déjà qui y arrivent, il y a peut-être des gens qui y arrivent sans persévérer, mais... Ouais. C'est dommage, je suis pas sûre. Hein. Non, mais ils doivent rater quelque chose, même. C'est cool, la persévérance. C'est important J'aime bien, de ne pas lâcher. Ouais. Alors, on imagine en regardant votre parcours que du coup, vous êtes inarrêtable. Hein. Vous avez créé un groupe avec votre frère Melville Poupeau aussi, Mud. Vous avez réalisé nombre d'albums, hein, je ne vais pas les citer ici. Vous avez monté votre propre label, hein, Bonus Tracks Records, avec votre femme Caroline de Maigret. Vous avez réalisé des bandes originales de films, dont une a été nommée au César en 2011 pour la meilleure musique de film. Il s'agissait de Palladium. Je reprends mon souffle. Et bien sûr, vous avez été guitariste et directeur musical pour Johnny Hallyday. Alors, en 2 mots, vraiment, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quel parcours. Évidemment, on a envie de savoir c'était comment de bosser avec un monstre sacré comme lui. Bon, c'était vraiment génial, surtout qu'on s'entendait très bien, nous, justement, sur ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, de rock'n'roll, de trucs assez sauvages, assez primaires, assez directs. Il était comme ça, lui. Oui. En fait. C'est-à-dire que c'était brut de décoffrage. Oui, puis on avait vraiment cette culture en commun, tous les deux, des pionniers, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça facilitait tout de suite nos échanges musicaux. Et puis lui, comment dire, quand on monte, Johnny Hallyday, quand il montait sur scène, il donnait tout. Il n'était pas là pour faire semblant ou pour faire à l'économie et tout. C'était à fond. Voilà. Et donc, vu que j'ai une tendance aussi comme ça, où quand je monte sur scène, j'essaie de tout lâcher. Il y avait vraiment une super entente scénique entre nous deux. Ouais, ça se passait vraiment très bien. Ça s'est vu d'ailleurs. Hein. Ouais, ça se passait vraiment très très bien sur scène. Et on avait cette même culture effectivement du risque et on y va, on se jette dans le grand bain et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Merci pour ces bonbons. On est bien sur Sud Radio et c'est excellent avec Yarol Poupeau qui a l'air bien lui aussi a priori. Ne bougez pas, on revient. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche soir à 19h, celle qui donne la libre parole aux créateurs français, ceux qui représentent cette excellence française très unique, dont nous sommes tous fiers. Nous sommes ce soir en compagnie de Yarol Poupeau, qui sera rejoint dans pas longtemps par le vice-président du Corporate des Affaires Publiques et des Partenariats Stratégiques de Alcatel-Lucent, Thierry Bonin, et juste avant ça par un petit détour gastronomique avec Joël Mauvigné, le président de la Confédération nationale des charcutiers de France. Mais pour l'instant, on continue avec Yarol Poupeau. Yarol Poupeau, on l'a dit, vous êtes un musicien multipasse, j'ai envie de dire, et vous changez aujourd'hui... Multipasse ? Ouais, comme dans le 5e élément. Oula. Hein, une belle référence. Et j'ai cherché longtemps avant de la sortir, celle-là. Et vous changez aujourd'hui de moyen d'expression puisque vous vous êtes mis à écrire, donc vous proposez à votre public, et puis à ceux qui ne vous connaissent pas aussi d'ailleurs, un livre qui va bientôt sortir chez Plomb, il sort le 12 novembre, ça s'appelle Électrique, et vous l'avez coécrit avec Frédéric Béguin. Il s'agit d'un récit autobiographique. Pourquoi avez-vous choisi ce genre ? Pourquoi un récit autobiographique ? En fait, pouvoir raconter la base du truc, c'était pas du tout, j'avais pas du tout cette idée-là, moi, à la base. Effectivement, c'est toujours un fantasme. Un peu, on dit, ouais, un jour j'écrirai un bouquin, je raconterai ma vie, voilà. Mais bon, c'était pas du tout pour moi le moment, je me sentais pas encore. Et en fait, j'ai eu dans la même semaine 2 coups de fil qui m'ont proposé de faire ça. D'accord. Donc un coup de fil de Frédéric Béguin qui me dit, écoute, j'y pensais, avec tout ce que tu as pu faire, il y aurait moyen de faire un bouquin vachement bien. Ok, ouais, t'es sympa Frédéric, mais déjà je te vois venir, tu veux faire un bouquin sur Johnny ? Non, pas du tout. Voilà, sur toute ta carrière et tout. Bon, écoute, j'ai réfléchi, pourquoi pas. 2 jours plus tard, une nana de chez Plomb qui m'appelle, Sophie Blandinière, qui est éditrice, et qui me dit, oui, salut Yarol, tu te rappelles, on se connaît. Je réfléchissais, je me disais que ce serait génial que tu fasses un bouquin, je suis sûr que tu aurais plein de trucs à raconter. Alors je me dis quand même, alors que ça m'était jamais passé par la tête, je me dis les 2 dans la même semaine, bon essayons, faisons un essai. Et je me suis pris au jeu, donc je me suis retrouvé avec effectivement Frédéric Béguin, qui est un ami que je connaissais déjà depuis un moment. Ouais. Et j'ai commencé à lui raconter des anecdotes, des choses de ma carrière, des moments de vie. Et je me suis pris au jeu, en fait. Et du coup, ça a déroulé plein de trucs. Je pouvais plus m'arrêter après.
Et Ben, en fait, c'était presque. J'étais jamais passé par là. C'est un peu comme si j'avais fait une analyse, quoi, ce bouquin, presque. Le fait de me rappeler des trucs comme ça. Et vous avez écrit vous-même ou c'est que lui, en fait, vous récitiez tout ça et c'est lui qui mettait en mots finalement? C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des entretiens. Lui, il retranscrivait un petit peu ce qu'on avait raconté des heures, le pauvre, et son téléphone, il fumait, il est 4 heures on imagine. de trucs. Ouais, alors on était là avec FFF, on faisait et ensuite, il a fait une première version écrite. Ouais. Et puis ensuite, on a retravaillé ensemble le texte, on a réécrit les trucs ensemble. Mais il est vraiment assuré parce qu'il a très bien réussi à retranscrire, comment dire, des entretiens parlés où on peut vite, tu vas dire enfin, c'est pas de la littérature, oui. Tu vois, quand on parle. Et donc, il a réussi quand même à garder un ton et un rythme assez aussi, vivant. non? Ouais, et un rythme et avec ça. Et alors, dans ce livre, vous racontez les caves de Pigalle, le Stade de France, l'Afrique et Kinshasa. Vous racontez le siècle dernier, en fait. 4 décennies de rock et de liberté. Ça prend son sens dans la période d'incertaine qu'on vit, non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre la liberté? Est-ce qu'on est en train de perdre la liberté? De toute façon, la liberté, c'est... Alors déjà, et d'une, c'est vachement dans la tête. Ouais. Hein, et on est en train de perdre la liberté. Comment dire? Alors, je pense que là, c'est une période effectivement très compliquée. Je suis d'un naturel très optimiste, moi. Donc j'espère que ça ira mieux d'ici peut-être un an. Vous espérez ou vous croyez? Je pense. Oui, après, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui, effectivement, peuvent être des entraves à la liberté. Alors, effectivement, c'est là, en ce moment, ce qui se passe avec le coronavirus, ça accélère le process. Voilà, ça accélère le process, mais c'est un process qui a aussi, je sais pas moi, les réseaux sociaux, les smartphones, les trucs, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Après, la liberté, comme je dis, moi, c'est... C'est subjectif, quoi. Ouais, c'est subjectif. Mais vous, par exemple, qui voyagiez énormément, qui faisiez énormément de tournées, etc., il y a quand même une oui, entrave, mais ça va revenir, ça. On ne peut pas arrêter. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement vital pour les gens. Le spectacle, Vous pensez que les le spectacle concerts, ne s'arrêtera jamais? la musique, mais bien sûr. C'est bon à entendre, parce qu'il y en a qui se posent vraiment sincèrement la question. Ah ben non, sûr que non, ça s'arrêtera. De toute façon, moi, je veux dire, on arrive à en faire des concerts quand même. Alors, c'est bizarre, les gens sont assis, ils ont des masques, c'est un peu des conditions étranges pour nous, mais bon, ça continue à être des spectacles. Et puis non, moi, je pense que ça va évidemment reprendre. On peut pas se passer de ça. Alors là, à ce moment-là, non. Ouais. C'est la fin de l'humanité. On change de planète. Alors, et justement, vous racontez cette décennie de rock, les caves de Pigalle, etc. C'est des choses qu'à mon avis, on ne découvre plus aujourd'hui de la même manière. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mélancolie quand même de ce qui se passait avant qu'on rentre dans le XXIe siècle assez ardemment? Déjà, moi, il y a une bonne partie du bouquin qui se passe dans le 21e siècle, même dans les caves de Pigalle du 21e siècle. Il continue à se passer des trucs. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir. Aller visiter. Voilà. À y aller. Non, il y a toute une génération de musiciens, de groupes de rock'n'roll actuels qui sont très intéressants. Et j'ai surtout essayé, moi, dans ce bouquin, surtout de jamais être nostalgique et du genre c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai. C'était pas forcément mieux avant. Je te dis, il y a une super énergie. Il y a des scènes de groupes de rock très intéressants partout, à Nantes, à Strasbourg, à Paris, il y a plein de gens qui font du rock, entre guillemets, en fait, de la musique et des choses vivantes, en tout cas très, très, très cool. Et donc, non, au contraire, moi je pense que justement, je suis plein d'espoir pour le futur de la musique et du rock'n'roll. Ouais. C'est bon à entendre tout de suite, alors, tout cela. Alors tout de suite, on va changer complètement de sujet, on part sur de la charcuterie et on va... non, il n'est pas là, Joël Movigny, on devait le rejoindre, mais il n'est pas là, il nous fait faux bon aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Alors, les fritons de canard. Alors, Joël Movigny, il allait nous raconter, en fait, tout simplement qu'il y a un Grand Prix de France 2020 de la charcuterie artisanale qui a lieu en ce moment, et précisément jusqu'à demain, et qui a pour ambition d'encourager et de valoriser l'esprit de compétition. Donc c'est important à savoir quand même. D'ailleurs, on va en parler de l'esprit de compétition, ça me permet de rebondir sur ce qu'on se disait. Comment est-ce qu'on fait pour se faire une place dans le monde de la musique quand on débute? Est-ce qu'il faut pousser des coudes? Est-ce que la compétition est vraiment violente? Comment on fait? Je parle pour les jeunes auditeurs qui peuvent éventuellement nous écouter, justement. La compétition, elle est violente, évidemment. Il faut pousser des coudes. Je crois que c'est David Bowie qui disait ça. Il fallait
avoir, c'était genre 70% de chance, 10% de contact, de piston, 10% de trucs et 10% de travail, quoi. Ouais. Il faut bosser, il faut pousser des coudes, il faut y aller. Et je pense qu'il faut surtout avoir une proposition un peu différente, un truc qui change, qui soit un peu original, qui soit pas la même chose que ce que propose tout le monde, pas forcément essayer de refaire un truc qu'on a déjà entendu. Il faut une vraie identité. Il faut réinventer ou il faut inventer? Mais ça existe, enfin, inventer, tout n'est que réinvention. Enfin, je veux dire, le rock'n'roll, c'est une réinvention déjà de plein de trucs. On l'a dit, Elvis Presley, il avait un truc nouveau, un truc que personne n'avait vu, mais en fait, il faisait du rhythm and blues comme faisaient les autres mecs. Sauf qu'il faisait d'une autre manière, avec une autre attitude. Et puis, il avait mélangé plusieurs influences. Surtout, c'était le premier blanc à faire ça. Hein. C'était, oui, quasiment, ouais. Et je sais pas, on parlait de lui, David Bowie, voilà. Ouais. Il a réinjecté aussi plein de trucs de cabaret, de théâtre, de kabuki. Il a vraiment inventé un genre, David Bowie. Oui, plein de genres même. Il s'est réinventé à chaque fois. Il se réinventait à chaque fois en repartant de choses qu'il avait glanées à droite à gauche. Voilà. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment avoir une proposition originale et un truc qui est chercher à. Et donc c'est aussi les coïncidences qui font le parcours. Ah bah évidemment. Évidemment, c'est dans mon bouquin. Moi, j'aurais pas rencontré Marco Prince, je serais peut-être pas là à parler de ce bouquin. Et voilà. Et non, mais voilà, oui, évidemment, c'est plein de coïncidences, on n'en sait rien. Moi, il y a plein de, dans le bouquin d'ailleurs, vous pourrez lire, il y a plein de coïncidences très marrantes, quoi, très bizarres même. Alors, ce livre, trucs qui doivent se passer, quoi. Alors, ça se passe pas ce coup-ci, mais ça doit se passer, donc ça se passe peut-être. Mais est-ce qu'on la provoque pas, la chance, quand même, finalement? Évidemment, on la provoque. Évidemment. Enfin. Les deux, je ne voudrais pas dire qu'on la provoque, parce que malheureusement, il y en a peut-être qui n'ont pas eu de bol et qui essaient de la provoquer. Mais oui, il faut donner sa chance à la chance. J'adore l'idée. Voilà. C'est toujours excellent et on le prouve. Nous sommes en compagnie du musicien, producteur, chanteur et écrivain Jarol Poupeau, qui sera rejoint dans un instant. Ça le fait rire. J'adore. Qui sera rejoint dans un instant par l'excellent vice-président du Corporate des Affaires Publiques et des Partenariats Stratégiques de Alcatel-Lucent, Thierry Bonin. Il est 19h25 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio, c'est votre radio, celle qui vous parle vrai. C'est excellent, votre émission du dimanche à 19h en direct, celle qui donne la parole à l'excellence française, tout secteur confondu. Cette émission a commencé en compagnie de l'excellent musicien aux 1000 tiroirs Jarol Poupeau, qui est rejoint par le non moins excellent et très impliqué Thierry Bonin, senior vice-président Vertical and Strategic Alliance. C'est ce que j'ai dit, ce que j'avais écrit avant, mais c'est Corporate et Business Strategy, c'est ça, plus ou moins? Public Affaires. Et elle a donc de Alcatel-Lucent Entreprise et à la stratégie de l'application de visioconférence Rainbow, qui est 100% française depuis peu. Bienvenue sur Sud Radio, Thierry Bonin. Merci Judith. Voilà, je ne l'ai pas tout à fait bien descendu, mais j'y suis presque arrivée. C'est pas grave, c'est pas mal, mais c'est assez compliqué. Alors Thierry Bonin, vous êtes un bel exemple de réussite française. Vous avez grandi en Nouvelle-Aquitaine, dans un milieu qu'on peut définir comme bourgeois. Et vos deux frères et sœurs se sont eux aussi inscrits dans un chemin brillant. C'est une réussite familiale chez vous. Je vous remercie. Alors, avant de rentrer chez Alcatel-Lucent Entreprise, vous avez fait quelques expériences, dont une émérite. Vous avez été vendeur de voitures de collection à Londres. C'était pendant vos études, c'est ça? C'était juste après mes études, en fait. Je rentrais de mon service militaire à Berlin pendant la guerre froide en 1987. Sympa, le service militaire à Berlin. Voilà, je devais partir. Vous n'étiez pas en forêt noire, rassurez-moi. Non, j'étais à Berlin et c'était, pour l'anecdote, je devais partir normalement en Polynésie pour être serveur sur les avions du GLAM et je me suis retrouvé au 2e régiment d'infanterie à Berlin, donc où on avait des températures de -23, -24 et ils avaient fait l'erreur de nous donner des duvets outre-mer pour dormir dehors. D'accord. Donc c'était une période, mais c'était une période, je dirais, très intéressante et très riche d'un point de vue historique, puisque c'est à l'époque où on avait ce mur qui séparait les deux côtés, Berlin-Ouest, Berlin-Est. Et puis j'ai eu la chance de vivre quelques grands moments pendant cette année de service militaire très enrichissante. Est-ce que vous y étiez plus en 89 du coup, vous aviez... Non, j'ai quitté Berlin en février 88. J'ai eu la chance de pouvoir célébrer les 750 ans de la ville de Berlin
On avait réussi à l'époque, ils avaient convié, je crois qu'il y avait le président Mitterrand à l'époque qui était venu, Jacques Chirac qui était maire de Paris, le prince Charles. Et comment vous arrivez à Londres alors ? Donc en fait, je rentre de Berlin, donc je rentre chez ma famille donc à Saintes en Charente-Maritime, puisque toute notre famille est originaire de Charente-Maritime en fait. D'accord. J'y jouais samedi dernier. Ah bah très belle ville. Hein. C'était une bonne scène ? Ouais, c'était super. Ouais. C'était aux arènes ou Non, un endroit qui s'appelle le Quai du Blues. Ah, c'est pas mal ça, Voilà. le quai de blues. Avec la voix. Bienvenue chez nous. Donc. Et donc, j'avais appris l'allemand couramment Ouais. en Allemagne, mais j'avais perdu mon anglais. Ah, Et donc c'était pour perfectionner l'anglais. Voilà, et donc c'était l'idée de me dire, je vais repartir un an en Angleterre. Et j'ai commencé par un petit travail de serveur. Et puis un jour, un Anglais qui vient au restaurant. Donc, j'étais pas à Londres, j'étais à Bournemouth en fait, ce qu'ils appellent le Saint-Tropez anglais. C'était la ville favorite de Benny Hill, l'ancien comique. Et donc, ce monsieur me dit, mais qu'est-ce que tu fais à travailler comme serveur ? Je monte une société d'import-export de véhicules collection, on va aller acheter des voitures aux États-Unis, on va les réimporter en Europe et on va les vendre. Et c'était à l'époque où c'était très intéressant parce qu'en fait, on avait trouvé une astuce. On arrivait, pour éviter de payer les droits d'importation pour rentrer les voitures, on arrivait à trouver les certificats d'origine auprès de Porsche, MG, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on allait, on allait voir les gros garagistes aux États-Unis, on achetait des véhicules, on prenait en vidéo, on envoyait les vidéos en Europe et le temps que les véhicules arrivent, étaient quasiment vendus. D'accord. Voilà. Et puis après, vous débutez en quelque sorte déjà dans une certaine forme d'excellence et de stratégie assez tôt en fait. Oui, le contexte était là et puis c'était une super aventure. Je veux dire, moi j'avais une vingtaine d'années. C'était une belle époque. Voilà. Et puis donc ça m'a permis de reparfaire mon anglais. Et d'arriver ensuite chez Alcatel-Lucent Entreprises. Comment vous y arrivez chez Alcatel-Lucent Entreprises ? Alors, de façon très simple, en fait, quand j'étais jeune étudiant, j'avais les voisins de mes parents qui travaillaient chez Alcatel et qui m'avaient dit, viens faire tes stages dans la grande maison à Vélizy. Et donc, en fait, quand j'ai terminé mes stages, je suis parti donc faire l'armée et après en Angleterre. À l'époque, il y avait le plein emploi, on n'avait pas cette crise pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, j'avais postulé à l'époque chez Alcatel. Alcatel Alstom, je crois que même c'était à l'époque, Matra, toutes les sociétés. En fait, j'avais vu que des réponses positives. Et donc, j'ai décidé de retourner dans la grande maison Alcatel. Parce que je connaissais un peu la maison, je connaissais les gens, j'avais fait mes stages, donc c'était encore les mêmes qui étaient à la direction du groupe. Et j'ai choisi une voie facile, on va dire, c'est vrai. Et puis à l'époque, il faut quand même voir que il y avait quand même deux gros monstres en France, qui étaient le groupe Alcatel Alstom, avec ce CGE qui était quand même le plus gros employeur de France. Alcatel Alstom à l'époque, c'était les TGV, les chantiers de l'Atlantique, toute la presse, le Point, des vignobles dans le Bordelais. Et puis surtout, c'était le numéro 1 des télécoms dans le monde. Alors, grâce quand même, il faut le dire, à un plan gouvernemental qui avait été fait à l'époque pour pousser et moderniser les télécoms en France. Donc l'ex-France Télécom a fait acheter beaucoup de centraux publics, ainsi de suite. Et puis ensuite, on a vécu la fusion, je dirais, catastrophique ou avortée avec l'américain Lucent. Les dégâts de la bulle Internet et puis quelques virages stratégiques qui ont été loupés dans lesquels nos dirigeants de l'époque ne croyaient pas dans le GSM, le mobile par exemple. C'est dommage. Voilà, donc, c'est comme les maisons de disques à l'époque de iTunes. Je crois qu'il y a une petite histoire comme ça où le monsieur qui a inventé iTunes avait fait le tour des maisons de disques en disant j'ai ça et qu'ils ont tous dit mais attends, nous on a le disque rond, etc. Laisse tomber. Et puis il est allé le vendre à Apple derrière. Et moi j'ai eu un bebop quand même. Oui, c'était commercialisé par France Télécom à l'époque. Voilà. Alors Thierry Bonin, vous entrez chez Alcatel en 1990 en tant que responsable grand compte pour la RATP, puis très vite en 1994 vous partez en Chine pour y développer l'installation du groupe, ensuite vous passez patron de l'Asie, puis du Moyen-Orient, en bref vous faites le tour du globe. Cette internationalité c'est une force on imagine, qu'est-ce qui vous ont apporté tous ces voyages et est-ce que ça a parfait est-ce que ça vous a emmené à votre poste en fait tout simplement d'aujourd'hui? Alors premièrement moi j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe qui donner de la chance aux jeunes. Et c'est vrai, quand à 24 ans, je suis choisi pour aller monter la Joint Venture, donc la société mixte. À 24 ans. La société mixte d'Alcatel-Lucent Entreprises
Ça faisait combien de temps que vous étiez dans la boîte ? 3 ans et demi. D'accord, ah oui. Voilà, Ils vous ont fait confiance, quoi. Ils m'ont fait confiance. Donc je suis parti en Chine, il faut le savoir. J'avais un interprète avec moi, puisque là-bas, quand j'arrive en Chine, on doit être 10 étrangers à vivre à Shanghai. Ouais. Donc j'avais un bureau direction régionale, puisque quand je pars là-bas, je gère 3 pays qui sont Hong Kong, qui n'était pas encore la Chine, je dirais, ou qui était un territoire, Taïwan et donc la Chine. Donc j'avais une direction régionale qui était à Pékin, et on a monté cette usine à Shanghai. Donc là, évidemment, une expérience enrichissante. Vous avez 24 ans, vous découvrez la vie, vous découvrez les voyages dans des conditions, je dirais, exceptionnelles. C'est à l'époque, le groupe va bien, on voyage en première classe, en business class, on descend dans les plus beaux palaces. Des limousines qui vous attendent, donc vraiment. Et puis après, bah voilà, la force de ces groupes-là, c'est tous les 3 ans de vous faire changer de poste et de vous offrir des opportunités qu'une PME ou enfin une ETI ou des entreprises de taille moyenne. On y reviendra tout à l'heure, mais du coup, ça, la montée grâce à son mérite, ça existe, quoi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y avait un programme pour les cadres supérieurs au sein du groupe, où on vous suivait, on vous envoyait faire des formations. Ouais. Alcatel m'a offert d'aller faire une formation de management national à l'INSEAD, par exemple. J'avais un cursus suivi par le groupe dans un château qu'on avait à Menton-Saint-Bernard, où tous les cadres au potentiel étaient envoyés. Donc on est détecté assez jeunes et on est suivi. Et après, on vous donne votre chance. Alors, Yarol Poupon, on parlait de voyage. Vous aussi, vous avez beaucoup voyagé, pas mal en Afrique. C'est un trésor d'inspiration, les voyages pour un créateur, non ? C'est important ? Ah oui, c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui est vital. D'ailleurs, là, c'est vraiment un truc qui nous manque en ce moment, de ne pas pouvoir justement partir à l'étranger. Il y a un truc avec l'Afrique. Alors, l'Afrique, attention, c'est un territoire énorme, c'est un continent énorme. Enfin, moi, je connais bien Kinshasa. Je suis allé plusieurs fois à Kinshasa. J'adore cette ville. Il y a une créativité dingue, musicalement déjà, et artistiquement dans tous les sens. Enfin, ça bouillonne, c'est complètement fou, même si c'est la misère et que les conditions sont très difficiles. J'ai beaucoup aimé aussi l'Amérique du Sud. On a passé beaucoup de temps, l'Argentine, à Buenos Aires. Il y a une identité très très forte dans cette ville. J'ai adoré Mexico City aussi, qui est complètement dingue. Bon, les États-Unis évidemment. Et l'Asie, effectivement, c'est vrai que alors, vous connaissez un peu l'Asie ? Alors ouais, je connais un petit peu l'Asie. On avait joué avec FFF à l'époque. On avait fait une tournée géniale. On avait joué à Hong Kong. On avait joué sur toute l'île de Java, à Jakarta. Ouais. Jakarta, Surabaya, Bandung, je sais plus quoi. On avait joué aussi à Bangkok. On avait joué. C'est comment on était allé jouer une fois à Pékin. Vous n'avez pas vu FFF à Pékin ? Thierry Bonin. Je ne sais pas quelle année c'était. Ça devait être en 97, un truc comme ça. Ah, vous en étiez pas très loin. Je pense que c'était pas très loin. Mais alors à Pékin, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pollution. Ouais. Ça picotait les yeux, même, on peut dire que. Vous l'avez vu, ça ? Non. Moi, à mon époque, il y avait beaucoup de pollution, ça piquait les yeux. Enfin, on a vu que c'était pollué, oui. Et un trafic. Ah oui, ça, par contre, je me rappelle. Infernal. Non, mais ça va être très important, les voyages. Bon, et là, alors une petite question que je pose à tous mes invités, c'est la question de l'émission. On va peut-être commencer par vous, Thierry Bonin. Qu'est-ce que c'est l'excellence française ? L'excellence française, je pense que c'est un savoir-vivre, un savoir-être. Donc c'est un esprit, un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est également aussi, je pense, fier de son pays. Ouais. De pousser son pays et de pousser tout ce qui s'y rattache, que ce soit la gastronomie, la technologie, la musique. C'est un peu l'ambassadeur de son pays, quand on peut l'être. Et quand on voyage, je pense qu'avec Carole, on a eu la chance de beaucoup voyager. C'est toujours un plaisir de vanter son pays, le savoir-vivre, la qualité de vie. Puis également, moi je me rappelle, quand je voyageais beaucoup, j'avais tous les dimanches, je me faisais un plaisir d'aller déjeuner dans un restaurant français, que ça soit en Indonésie. Ça vous manquait ? Oui, et puis retrouver ces bons petits plats français, ces bons fromages, ce bon vin rouge. Donc voilà, donc c'est ça. C'est très gastronomique chez vous, l'excellence française. Il n'a pas rappelé le charcutier, là, d'ailleurs. Non, toujours pas. Il nous a manqué aujourd'hui. C'est toutes nos entreprises, nos start-up, tous ces gens qui sont créatifs et qui créent de la valeur et qui aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de la French Tech, de toutes ces petites sociétés qui se battent au quotidien pour faire émerger ce qu'on appelle, le président Macron appelle des licornes. Ouais. Et je pense que ça, c'est génial. C'est l'excellence à la française. C'est comment
et comment des groupes comme le nôtre peuvent accompagner ces petites structures ou même ces plus grosses structures pour les aider à se développer à l'international et les accompagner, parce que on a une expérience de vécu avec Carole. Je pense que tous les deux on a tellement vécu, on a tellement voyagé, que on a cette ouverture d'esprit. C'est important le voyage. Et voilà, et donc c'est notre. Yarol Poupeau, l'excellence française pour vous, qu'est-ce que c'est? Waouh. Ah, c'est une grosse question. On est dans l'émission, c'est excellent. Non, mais alors, moi, j'ai parlé de trucs que je connais. Et effectivement, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, par exemple, dans la musique, quand on allait justement à l'étranger, notamment dans les pays de culture rock'n'roll, c'est-à-dire en Angleterre, aux États-Unis, on disait on est musicien français, on fait du rock, les gens rigolaient un peu, genre des gens français qui font du rock, n'importe quoi. D'accord. Et en fait, ça a changé ça depuis ? Ouais, ça a énormément changé, et surtout grâce à la musique électronique et au succès de groupes qui depuis la fin des années 90, que ce soit les Daft Punk, Air, Justice, Phoenix, ont fait rayonner vraiment une identité musicale différente. Encore une fois, c'est des artistes qui n'ont pas essayé de refaire la même chose de blues rock un peu classique que peuvent faire les Américains, parce que c'est pas très intéressant. C'est comme si, je sais pas, on nous proposait... ils ont créé une originalité. Ils ont créé une originalité, un son propre à la France, quoi. Propre à la France et différent du reste. Et ça, c'est génial, parce que maintenant, quand on va dans un festival de musique aux États-Unis ou ailleurs en Angleterre, on est musicien français. Ouais, super, attends, parce que moi, ça m'intéresse. On peut se voir, parce que, attends, tu connais les mecs de machin, parce que là, j'adore ça. Et donc là, effectivement, c'est vrai qu'il y a une donc l'excellence française, finalement, c'est aussi cette possibilité de se faire reconnaître à l'international pour vous. C'est ce pied d'appel qui fait qu'on devient connu à l'international. Ça veut dire qu'on est excellent. Si c'est l'excellence française, c'est juste rester chez soi, regarder ses pompes et être content de bouillonner dans son petit truc. Non, enfin, moi, de toute façon, je crois en l'ouverture, l'universalité, il y a quand même un certain état d'esprit français dans la manière de faire les choses. Parce qu'il y a un truc aussi avec la France, moi, que je trouve qui est intéressant, la France, c'est l'île Marseille, tu vois. C'est clair. Bordeaux, Strasbourg. Alors ça a été unifié au sein du même pays et tout, mais c'est quand même des cultures différentes. C'est quand même. Alors si on voulait parler de notre ami charcutier, qui nous a planté ce soir. On mange pas la même chose, on boit pas la même chose, on n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes patois, on n'a pas les mêmes histoires. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans la France, moi je trouve, c'est justement cette mixité et ce mélange qu'il y a eu de différentes cultures sur notre territoire qui ont fait que voilà, c'est devenu la France. Mais c'est vrai que quand on se balade dans les rues de Lille, on est plus proche d'une balade dans les rues de Bruxelles ou d'une ville machin, et quand on va dans le vieux Nice, ça ressemblerait plus à une balade à Gênes ou en Italie. Donc c'est ça qui est génial, c'est justement que c'est un pays pluralité. Voilà, et c'est un pays qui est assez crossroad, enfin qui est riche de tout ça. Carrefour dans plein d'identités entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, voilà, et c'est ça moi que je trouve intéressant dans l'excellence française. Eh bien, c'est excellent tout ça. C'est excellent avec Yarol Poupeau et Thierry Bonin. Ne bougez surtout pas, on revient juste après ceci. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio et bienvenue dans C'est excellent, l'émission qui crée le lien. Si vous nous rejoignez juste maintenant, vous avez raté beaucoup, mais pas de panique, il en reste un peu. Je suis ce soir en compagnie de deux personnalités qui marquent chacun à leur manière leur chemin vers une excellence française commune à nos créateurs français. On est un peu chauvin par ici parfois. Je suis ce soir en compagnie des excellents Yarol Poupeau et Thierry Bonin. Thierry Bonin, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes vice-président du corporate, là je me trompe pas, des affaires publiques et des partenariats stratégiques de chez Alcatel-Lucent Entreprises. Attention. Thierry Bonin, chez Alcatel-Lucent Entreprises, vous avez créé Rainbow en 2015 au sein du centre historique de l'entreprise à Kirch, ça va, je l'ai bien descendu aussi. Tout à fait. Pas loin de Strasbourg en Alsace. Alors Rainbow, c'est un logiciel 100% français qui a été développé en Alsace, donc par Moussa Zagdou, qui a d'ailleurs commencé ingénieur chez Alcatel-Lucent Entreprises et qui est maintenant vice-président de la décision du cloud en fait, chez Alcatel, donc Lucent Entreprises. Et alors ce logiciel Rainbow, il concurrence directement Zoom, Microsoft et Webex pour Skype. Quelle est sa particularité ? Je veux dire, en quoi c'est différent ? Pourquoi c'est important ce logiciel ? Alors c'est important puisque, comme vous le savez aujourd'hui, nous avons un gros débat sur la souveraineté numérique et l'utilisation des données. Tout à fait. Donc en 2015, ce jeune, je ne sais pas s'il était ingénieur, mais ce jeune créateur, Moussa Zagdou, donc, a eu ce concept et cette vision de créer une plateforme
qui fait à la fois de la collaboration et de la visioconférence, mais qui est également plus riche que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a développé un logiciel qui permet également d'être utilisé par n'importe quelle société qui a des applications métiers et de les intégrer également. D'accord. Donc ça nous ouvre un marché qui est assez large. Et donc Moussa, avec ses équipes, une centaine d'ingénieurs, durant 5 ans, ont développé cette solution pour en faire aujourd'hui une solution mondiale, donc qui est hébergée dans 22 data centers dans le monde, notamment chez OVH, D'accord. qui aujourd'hui est la seule société française et européenne reconnue par les analystes américains tels que Gartner ou Frost & Sullivan. Et je tiens à le noter parce que, si vous voulez, ce sont quand même des gens qui font référence dans ce monde du numérique. C'est comme pour la musique tout à l'heure, on devient des références, on est heureux. Et donc, ça se passe bien. Et donc, d'ailleurs, je salue Moussa et ses équipes parce qu'ils font un travail superbe. Et en fait, aujourd'hui, on a pris l'option, nous, d'héberger l'ensemble de cette plateforme dans un cloud souverain, donc chez OVH en l'occurrence, et donc de revendre cette solution au niveau mondial. Donc aujourd'hui, ce que ces gens et les équipes d'Elkish ont été capables de faire en 5 ans, pour arriver à une maturité similaire à ce que fait aujourd'hui un Teams ou un Zoom, nos concurrents ont mis plus de 10 à 15 ans pour développer, avec des moyens colossaux que nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement. Et donc, je tiens à les féliciter parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une solution française, et on peut en être fier, qui est l'équivalent de ces gros GAFAM. Donc, on dit aux entreprises qui nous écoutent et à tous les dirigeants de télécharger Rainbow plutôt que Zoom pour leur visioconférence en télétravail, par exemple. S'ils veulent une solution sécurisée, protection des données. Protection des données, et des données qui appartiennent aux clients et non pas qui se retrouvent dans la nature, aux États-Unis ou en Chine ou autre. Oui. Et Rainbow, c'est la solution. C'est 100% français. Et 100% français. Je vous dis, c'est une équipe d'une centaine d'ingénieurs qui sont dirigés par Moussa Zagdou, qui est l'exécutif vice-président en charge de toute la division cloud du groupe, et ils ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est de pousser cette solution auprès des institutions, du gouvernement français, et vous le des faites grandes très entreprises. bien sur Sud Radio. Et je vous remercie, Judith, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir faire un cocorico auprès de cette très belle solution. Vous êtes dans la bonne émission pour ça. Alors, l'ère du numérique, on en parlait tout à l'heure hors antenne, on est en plein dedans. Ça change beaucoup la musique, non, Yarol Poupeau? Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément la musique, c'est-à-dire que, par exemple, moi je vois la génération de mon fils et même de ma nièce, qui a une petite vingtaine d'années, déjà leur seul unique moyen d'écouter de la musique, c'est de passer par leur téléphone ou leur ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus dans les maisons de lecteurs de CD. Alors, attention. Vous en avez encore un lecteur CD? Ouais, j'en ai encore un. Et un de vinyle aussi, vinyle, bien sûr. Alors, donc, j'allais venir. Il y a évidemment un retour au vinyle, et on revend des disques vinyles, les 33 tours. À la matérialisation, on a besoin de l'objet. Il y a des platines et tout, mais ça concerne déjà un public de gens un petit peu... C'est une niche. C'est un peu une niche, c'est des gens un peu plus, on va dire, qu'on plus autour de 35-40 ans, qui gagnent un peu leur vie et tout ça. Mais les mômes qui écoutent de la musique, ils vont uniquement là-dessus. Donc la musique, c'est-à-dire que le concept de vendre des disques, c'est presque un truc qui est devenu abstrait, quoi, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est au nombre de streams qu'on a sur Spotify, Deezer ou je sais pas quoi. Et c'est un petit peu... compliqué parce que effectivement moi je sais que ce que j'aimais dans la musique, c'était aussi avoir l'album qui fait avoir la pochette, le truc, relire les notes de pochette à l'intérieur, voir qui jouait dessus, qui faisait quoi. Enfin, on peut retrouver maintenant aussi, mais enfin voilà, et c'est super. Moi je m'en sers toute la journée d'écouter des ça change le son, non? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même son que si on écoutait un CD ou un disque? Ça dépend, ils vendent maintenant ça change le son, oui. Alors oui, ça change le son, c'est sûr que le vinyle, si on a une bonne platine avec un bon ampli et des bonnes enceintes, rien ne vaut ça. Mais franchement, moi j'écoutais des cassettes toutes pourries quand j'étais gamin dans mon Walkman avec un vieux casque dégueu, et je m'éclatais, le son était pourri aussi, et puis les transistors qu'on avait dans les... Voilà, donc les vieux électrophones, le son n'était pas terrible non plus, donc c'est pas tant une histoire de... Il avait une autre couleur quand même, il était peut-être plus coloré en tout cas. Ouais, ça dépend franchement d'un casque à l'autre, d'une enceinte Bluetooth à l'autre, il y a tellement de différences. Très variable. Non, le son encore ça va, c'est pas forcément le truc, c'est juste le fait de concevoir aussi pareil la musique comme un album.
Oui. entier, raconter une histoire avec une dizaine de chansons qui sont censées aller ensemble et parler d'un moment précis dans la vie d'un artiste, d'un truc qu'on fait un disque. Ça, c'est pareil, c'est aussi un truc qui disparaît, c'est-à-dire qu'on écoute une chanson, une autre, on passe à un autre, et puis on n'écoute plus vraiment les chansons en entier aussi. C'est vrai qu'on a tendance à zapper. Vite, tac, 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 ah ouais, c'est pas mal, ok, vas-y, tac, tac, voilà. Alors c'est marrant, les gens écoutent quand même beaucoup de musique parce que dans les transports et tout ça, on voit tout le monde a un truc, mais... Comment vous écoutez de la musique, vous, Thierry Bonin, chez vous? Alors, moi, personnellement, j'écoute de la musique sur la chaîne... Donc, vous écoutez des CD? Encore des CD, oui. Et puis beaucoup de radio. Puis quand je voyage, je me déplace sur mon smartphone. Est-ce que vous avez un CD d'FFF? Non, pas du tout. Il va falloir pallier à ça. Je pense que Yarol va m'en envoyer un, c'est parfait. Et alors, Thierry Bonin, justement, la numérisation et cette ère numérique dans laquelle on est-ce que vous y pensez, par exemple, chez Alcatel-Lucent Entreprise, aussi de créer un logiciel musical, par exemple, ou est-ce que c'est pas du tout dans votre champ des possibles? Alors, c'est pas que c'est pas dans le champ des possibles, mais je pense que chacun sa compétence. Nous, aujourd'hui, on a un gros chantier qui est de continuer à développer la solution Rainbow, d'y apporter de l'intelligence artificielle, lui importer peut-être de la reconnaissance faciale plutôt que de rentrer des mots de passe que vous oubliez. Donc, on travaille sur un certain nombre d'innovations, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on a certaines qu'on veut garder quand même un peu confidentielles. Mais est-ce qu'un jour, dans le futur, les deux mondes ne vont pas se retrouver ou se rejoindre? Et est-ce qu'à partir de Rainbow, on ne pourra pas créer un peu de musique ou je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet. Il y a des... On l'a vu d'ailleurs beaucoup pendant le confinement, il y a eu plein de groupes, de morceaux qui ont été créés, de mecs qui faisaient des jams ou de la musique ensemble via les applis. Alors il y a toujours un petit décalage et tout, c'est pas facile, mais bon, une fois qu'on a pris le coup... On pourra véhiculer la musique, ça c'est sûr. Voilà. Mais on parlait des trucs de streaming et tout ça. Il y a des Français qui font ça, c'est balèze, je crois, ça s'appelle Cobuzz. D'accord. Et eux, c'est du stream, mais alors c'est du stream haut de gamme, de qualité, genre avec une compression comme si c'était la qualité CD. Ah, alors super. C'est un peu plus lourd. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois qu'ils sont français. Et c'est pas mal. Du coup, il y a peut-être moins de titres et moins de morceaux et tout, mais c'est cool. Et alors, on imagine, avec la période qu'on vit, Yarol Popo, qu'il faut se réinventer en tant que musicien. Qu'est-ce que vous faites, par exemple Et ben justement, on y réfléchit intensément avec des potes, avec des gens, essayer de recréer du contact et de trouver une manière de non pas de totalement s'en passer, mais de trouver aussi une alternative à se dire que sortir un disque aujourd'hui, c'est uniquement passer par des réseaux sociaux, poster des trucs sur Facebook et sur Instagram et puis le envoyer en streaming. Peut-être devenir esclave de ça, quoi. On va essayer le plus possible de retrouver du contact avec les gens, même en dehors des concerts, et puis peut-être aussi, comme on disait tout à l'heure, de créer de retour à peut-être à une envie d'avoir un truc matériel entre les mains, un disque, enfin je sais pas. Donc effectivement, on cogite tout ça. Là, je suis en train de finir le mixage de mon deuxième album, là, qui devrait sortir en début d'année. Et donc justement autour de tout ça, j'essaie de réfléchir à comment trouver une manière un peu différente. Alors j'ai pas la solution encore, mais vous reviendrez nous le dire quand vous l'aurez trouvé. Ah bah oui, je viendrai parler du nouveau disque. Bah voilà, exactement. Voilà, très bien. Bah, la radio, de toute façon, voilà, ça c'est du vrai à l'ancienne, ça. Ouais, c'est ça qu'on aime. Et vous, Thierry Bonin, quels seront vos mots de la fin, vos doux mots sur justement comment vous allez vous projeter maintenant? On est vraiment en très peu de temps parce qu'on va pas tarder. Écoutez, le prochain gros challenge pour nous, ça va être l'exposition universelle 2021. Voilà, donc on est le sponsor technologique du pavillon français, qui aura pour vocation de mettre... Le président qui vient vous voir là-bas, je le précise. Voilà, donc la journée de la France aura lieu le 29 janvier 2022, si je ne dis pas de bêtises, ça va commencer au 1er octobre. Et donc on a été retenu pour être le sponsor technologique du pavillon, donc c'est Alcatel-Lucent à qui on va confier l'ensemble du pavillon pour l'équipe en technologie, et on mettra bien entendu du Rainbow entre autres, et puis un peu de téléphonie comme j'ai vu sur votre bureau en arrivant. Donc je vous remercie déjà d'être client d'Alcatel-Lucent Entreprise. Sud Radio est client. Voilà, donc on va remplacer Zoom par Rainbow et puis superbe. Yarol Popo, Thierry Bonin, merci d'être passé par les studios de Sud Radio. Merci à vous. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir dans cet excellent, et prenez soin de vous surtout tous les deux. Merci. Chers auditeurs
auditeur, de votre fidélité à cet excellent, votre émission en direct du dimanche soir. On se retrouve la semaine prochaine avec de belles surprises, toujours aussi excellentes. Et merci à Quentin Cabanis qui a réalisé cette émission, à Lara, au web et à toutes les équipes de Sud Radio. Cette émission est disponible en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de votre radio préférée, Sud Radio, bien entendu. Bisous les copains, c'était excellent.